Questions orales, oral questions. The Honourable Leader of the House. Honorable chef de l'opposition. Eh bien, Monsieur le Président, les grands titres paraissaient bien, mais au-delà des grands titres, beaucoup de petits caractères. 190 conditions pour le projet de GNL. Et attendez bien, il s'agit de consultations, près de 6 années de consultations. Des milliers de travailleurs et leurs familles dépendent de ce projet. Approuver le projet est une chose, mais s'assurer qu'il voit le jour en est une autre. Il n'y aura pas d'emploi tant qu'on ne construira pas ce projet. Le Premier ministre va-t-il s'engager personnellement de faire preuve d'un leadership personnel pour s'assurer que le projet voit le jour? Le très honorable Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Le leadership auquel s'attendent les Canadiens, c'est le leadership qu'ils n'ont pas eu pendant 10 ans. Un gouvernement qui comprend que l'on doit faire croître l'économie pour la classe moyenne tout en protégeant de façon viable l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons pris notre temps. Nous voulions nous assurer de bien faire les choses pour obtenir l'appui des collectivités, des Autochtones et de s'assurer que des données scientifiques de classe mondiale soient recueillies et puissent éclairer nos décisions. C'est ce à quoi les Canadiens s'attendent et c'est ce que nous leur donnons. Honorable chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre crée de l'incertitude économique qui crée un exode des emplois. En fait, hier, tout ce qu'on a fait, c'est annoncer davantage de consultations. En fait, la construction du projet de GNL Pacific Northwest pourrait ne pas aller de l'avant. On a fait un pas en avant, mais le fait de l'enliser dans de la procédure excessive constitue un pas en arrière. Les travailleurs de l'Ouest canadien ont besoin d'emploi. Va-t-il s'engager à remettre ces gens au travail? Très honorable Premier ministre. Après 10 années de politique et d'immobilisme et à imposer des allègements fiscaux pour les plus riches, nous sommes engagés à attirer les investisseurs mondiaux pour démontrer aux Canadiens que nous comprenons que bâtir une économie solide pour la classe moyenne va de pair avec la protection de l'environnement. C'est ce à quoi s'attendent les Canadiens et c'est ce à quoi nous nous affairons et nous savons qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Monsieur le Président, ça fait plus de 6 mois que le Premier ministre a commencé à emprunter pour acheter la prospérité. Chaque jour, il semble qu'on obtient de mauvaises nouvelles économiques. La création d'emplois stagne. Lundi, le ministre des Finances a admis que ces politiques ne fonctionnaient pas. Mais au lieu de tirer les leçons qui s'imposaient et de changer de cap, le Premier ministre s'en sert comme excuse pour dépenser encore davantage. Monsieur le Président, comment peut-on faire confiance aux libéraux en leur donnant davantage de nos sous quand ils ne créent aucun emploi? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, au cours des dernières élections, les Canadiens avaient un choix entre un gouvernement qui, pendant 10 ans, a été incapable de créer la croissance dont ils avaient besoin, la croissance pour la classe moyenne, parce qu'ils passaient leur temps à alléger le fardeau fiscal des riches et à donner des avantages fiscaux aux familles de millionnaires. Nous, ce que nous avons fait, c'est d'investir dans nos collectivités avec des investissements records en matière d'infrastructures. Nous visons à rendre davantage de richesses à la classe moyenne en imposant davantage les Canadiens les plus riches. Honorable chef de l'opposition. Le Premier ministre prend toujours le temps dans ses réponses de nous expliquer pourquoi il est fier d'augmenter les impôts pour financer ses dépenses. Est-ce que ça fonctionne? Non. La croissance de l'emploi dans le secteur privé stagne. De plus en plus de gens sont à la recherche d'un emploi. À un moment donné, il faut accepter qu'un plan ne fonctionne pas. Il faut cesser de s'enterrer et de creuser son trou avant que la situation devienne irréversible. Le Premier ministre va-t-il faire ce qu'il faut et cesser de dépenser et s'attacher à la création d'emplois? Très honorable Premier ministre. La députée d'en face continue de faire la sourde oreille à ce que les Canadiens nous disent. Ils avaient le choix entre un gouvernement qui insistait à donner des allègements fiscaux aux Canadiens les plus riches et un parti qui proposait d'augmenter les impôts pour les 1% les plus riches du Canada pour bénéficier à la classe moyenne et de redistribuer ces richesses à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire 9 familles sur 10 qui ont besoin d'aide pour payer leurs factures et élever leurs enfants. Les Canadiens ont fait le bon choix et nous allons leur montrer qu'ils l'ont fait. Monsieur le Président, présentement, la création d'emplois
dans le secteur privé est invisible et la croissance économique est au ralenti. Lundi, le ministre des Finances a reconnu que ces augmentations d'impôts et ces dépenses folles ne fonctionnent pas. Mais au lieu de faire marcher arrière, le Premier ministre continue à dépenser sans compter. Monsieur le Président, comment pouvons-nous faire confiance aux libéraux quand la création d'emplois n'est pas au rendez-vous malgré le fait qu'ils dépensent sans compter? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, après 10 ans d'un gouvernement avec le pire bilan de croissance économique depuis Harvey Bennett dans la Grande Dépression, les Canadiens avaient besoin d'un gouvernement prêt à investir dans eux, prêt à investir dans leur communauté, prêt à mettre plus d'argent dans la poche de la classe moyenne en demandant plus des mieux nantis. On a augmenté les impôts pour les 1% des plus riches pour pouvoir les baisser pour la classe moyenne. On donne une allocation canadienne aux enfants plus généreuse pour 9 familles sur 10. C'est ça que les Canadiens demandent d'un gouvernement. Bravo. On aurait député d'Outremont. Monsieur le Président, les consultations ne se résument pas à informer des collectivités autochtones qu'un projet a déjà été approuvé. 6 Premières Nations se sont opposées à ce projet de GNL. Et comment cette décision a-t-elle été annoncée? 3 ministres ont été envoyés à l'aéroport de Vancouver, à 1 million de kilomètres des gens et du territoire que cette décision concernera directement. Le Premier ministre considère-t-il que c'est cela le respect des Premières Nations? Right Honorable Prime Minister. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous avons toujours compris qu'afin de créer et de mettre en place un gouvernement qui réponde aux besoins de la population, il faut faire croître l'économie tout en protégeant l'environnement. Ce qui signifie des consultations auprès des chefs autochtones, de consulter les collectivités et de tenir compte des données scientifiques les plus fiables qui existent. Malheureusement, les députés d'en face pensent qu'on ne va pas trop vite, ou qu'on ne va pas assez vite, ou qu'on va trop vite. Bref, ils ne sont jamais contents. Nous devons faire croître l'économie tout en protégeant l'environnement. Eh bien, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais ces Premières Nations savent très bien qu'elles n'ont jamais été vraiment consultées et qu'on n'a vraiment jamais répondu à leurs besoins. De Stephen Harper, le plan de Stephen Harper et les échéanciers de Stephen Harper, et c'est juste les conservateurs qui les applaudissent. En clair, ils ne pourront jamais rencontrer nos obligations internationales de réduire les gaz à effet de serre. Comment est-ce que le Premier ministre peut approuver de nouveaux pipelines s'il nous est déjà impossible de réduire les GES faute d'un plan crédible et complet? C'est de la pure foutaise. Très honorable Premier ministre. La réalité, Monsieur le Président, c'est que nous avons besoin de faire croître l'économie tout en protégeant l'environnement et réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Le problème depuis longtemps, les gouvernements, y compris les gouvernements libéraux, c'est qu'on avait beaucoup de cibles, mais on n'avait pas de plan robuste pour y atteindre. C'est pour ça que nous travaillons avec les provinces, avec les partenaires en industrie, pour s'assurer qu'on réduise nos émissions à gaz à effet de serre. C'est ce que le monde, c'est ce que les Canadiens s'attendent de ce gouvernement. Député d'Outremont. Monsieur le Président, le Premier ministre s'est exclamé que le bon vieux Canada était de retour sur la scène internationale lorsque son gouvernement a été élu l'année dernière. Le bon vieux Canada, c'est s'engager à protéger les droits de la personne sur la scène internationale. Cela veut dire que le Canada doit arrêter la vente d'armes à ceux qui violent les droits de la personne. Est-ce que le Premier ministre est d'accord pour créer un comité parlementaire pour étudier les ventes d'armes à l'étranger avant de les approuver? Très honorable Premier ministre. On a été très clair, Monsieur le Président. On croit qu'on a besoin d'avoir plus de transparence, plus de rigueur par rapport aux ventes d'armes à l'international. C'est pour ça, entre autres, que nous avons approuvé, nous nous sommes engagés à participer au traité sur les armes et nous allons travailler avec tous les membres ici dans cette Chambre pour s'assurer que le Canada endosse et participe dans ce traité. Député d'Outremont. Mr. Speaker, once again. Eh bien, une fois encore, le Premier ministre prétend croire en les droits de la personne, la transparence et la reddition de comptes. Eh bien, il a maintenant une occasion de le prouver. Les Canadiens veulent davantage de contrôle pour ce qui est de la vente d'armes et de chars d'assaut à des pays comme l'Arabie saoudite, le Soudan et la Libye.
va-t-il appuyer ou non la création d'un comité parlementaire pour rendre plus transparent toute vente d'armes à un pays étranger avant que cela ne voie le jour? Très honorable Premier ministre, nous sommes d'accord avec le député d'en face. Les Canadiens veulent davantage de transparence, de reddition de comptes, et dans bien des domaines, mais plus particulièrement pour ce qui est de la vente d'armement. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à faire preuve de plus d'ouverture et de transparence. Et bien que nous ayons accepté d'adhérer au traité concernant la vente d'armes, contrairement au gouvernement précédent, nous sommes d'avis que c'est la bonne chose à faire et c'est ce à quoi s'attendent les Canadiens. Hier, la ministre de la Santé disait qu'elle avait hâte de voir ses confrères, les ministres de la Santé des provinces. J'ai des bonnes nouvelles pour elle. J'en connais un, le ministre de la Santé du Québec, qui a bien hâte de lui parler dans le blanc des yeux pour lui dire que de mettre des conditions pour les transferts aux provinces, c'est pas comme ça que marche la Fédération canadienne. J'espère que le premier ministre va ramener à l'ordre ses ministres, Monsieur le Président, et lui demander de respecter ceux qui ont la compétence de donner les soins de santé au Québec, les médecins qui pratiquent, pas ceux qui font de la politique, et qu'on laisse les compétences des provinces se faire par ceux qui ont la compétence, les ministres de la Santé des provinces, Monsieur le Président. Ministre de la Santé. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour la question et j'avais déjà eu beaucoup de bonnes discussions avec mes homologues par tout le pays. Ça inclut le ministre de Santé du Québec. Et comme le membre sait, le transfert canadien en matière de santé, ça va croître plus d'1 milliard de dollars l'an prochain pour atteindre plus de 37 milliards. Je vais rencontrer tous mes homologues provinciaux et territoriaux de nouveau dans les prochaines semaines. Nous poursuivons notre discussion sur les façons de créer un système de santé. Honorable député de Lac-Saint-Jean. Si on peut, justement, Monsieur le Président, je vais donner un autre bon exemple. Le mandat que j'avais comme ministre des Affaires intergouvernementales était de bien respecter les compétences des provinces. J'ai cherché la lettre mandat du ministre des Affaires intergouvernementales. C'est le premier ministre, Monsieur le Président. J'imagine que dans sa lettre mandat, il s'est donné le mandat de faire en sorte que les provinces soient respectées, Monsieur le Président. Sauf que je n'ai pas trouvé ça dans la lettre mandat. Est-ce que le premier ministre peut laisser les provinces travailler dans leur champ de compétences, infrastructures, logement social, éducation, santé? La liste va être longue dans quelques mois. Et les laisser faire leur travail, Monsieur le Président. Le ministre de la Santé. Mr. Speaker, Monsieur le Président, notre gouvernement s'est engagé à s'assurer que les Canadiens soient en bonne santé, qu'ils aient accès aux soins dont ils ont besoin. Pour y parvenir, il faut de la collaboration avec nos homologues de partout au pays, de travailler auprès des patients et des prestataires des soins de santé. J'ai eu des conversations très fructueuses avec mes homologues et nous respectons leur domaine de compétences, mais il faut que tous les partenaires soient à la table de négociation pour nous assurer que les Canadiens aient accès aux soins dont ils ont besoin. L'honorable député d'Elgin Middlesex London. Les Canadiens sont fatigués d'entendre tous les jours des nouveaux scandales de dépenses libérales. Hier, la société de déménagement Brookfield Global Relocation Services ont indiqué que 2 adjoints du Premier ministre, Butts et Telford, étaient bien au fait de ce qu'ils faisaient. Pendant la dernière semaine, ces 2 personnes nous ont dit qu'ils n'en savaient rien. Le résultat consiste à savoir qui dit la vérité. Honorable président du Conseil du Trésor. La politique de déménagement pour les adjoints ministériels est la même que celle qui régnait sous le gouvernement conservateur précédent. À cette époque, il y avait des membres du personnel des cabinets de ministres qui ont bénéficié de ces politiques. Le Premier ministre et son cabinet ont demandé au Conseil du Trésor et à moi-même de revoir ces politiques, ce que nous allons faire, et nous allons en faire rapport aux Canadiens. Honorable député d'Elgin Middlesex London. Monsieur le Président, les Canadiens attendent davantage de la part de leur gouvernement. Pas la même dynamique de la part d'un vieux parti plein de scandales de dépenses. Mais ce sont toujours les mêmes habitudes qui reviennent au galop. Où est le leadership qui va enfin mettre un terme à ces droits acquis des libéraux? Honorable président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, une fois encore, cette politique de déménagement telle qu'elle s'applique au cabinet des ministres est la même qui était en place sous le gouvernement conservateur précédent. Le Conseil du Trésor est en train d'évaluer cette politique et je rappellerai à l'honorable député
qui était membre du caucus auparavant, que sous les conservateurs, des membres du personnel se sont fait rembourser des dépenses dépassant 90 000 $. Honorable député de Red Deer-Lacombe. Monsieur le Président, il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité aux Canadiens. Hier, le vice-président de Brookfield a indiqué que chaque personne recevait des informations sur les avantages qu'elle pouvait recevoir. Pourtant, le Premier ministre traîne les pieds et nous indique que Jerry et Katie n'en savaient rien. Lorsqu'on parle de versement dans les 6 chiffres, eh bien, j'ai de la difficulté à croire que ces gens n'ont pas reçu les renseignements adéquats. Le Premier ministre va-t-il nous dire la vérité et nous dire qui dit la vérité, Jerry et Katie ou Brookfield? Honorable président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Je pense que l'honorable député se rendra compte que Brookfield a éclairci ses observations et a confirmé que les membres du personnel du Premier ministre ont en fait bel et bien dit la vérité. En outre, il importe que l'opposition reconnaisse que ces dépenses et la politique qui les administre s'appliquent au bureau des ministres et s'appliquaient aussi à l'époque du gouvernement précédent. Honorable député de Red Deer-Lacombe. Monsieur le Président, le vice-président de Brookfield a indiqué que les directives en matière de déménagement sont expliquées en détail à tous les employés. Il a aussi indiqué qu'on les examinait de façon approfondie pour ce qui est des versements en espèces personnalisés avec chaque employé. Cet abus de l'argent des contribuables revient au Premier ministre car c'est celui qui a approuvé le versement. Si la société qui s'est occupée du déménagement dit que les amis du Premier ministre ont reçu les renseignements nécessaires, pourquoi le cabinet du Premier ministre trompe-t-il les Canadiens? Honorable ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière. Eh bien, les députés d'en face ont l'air ravis de me voir de retour. Mes amis savent très bien que Brookfield s'est excusé d'avoir transmis ces renseignements erronés. Mais ce qu'ils devraient aussi savoir, c'est ce que Guy Giono a dit, qui a travaillé fidèlement auprès des conservateurs pendant longtemps. L'ancien chef de cabinet du Premier ministre Harper a dit que le programme de remboursement des frais de déménagement s'applique à des centaines de déménagements par an, y compris pour des membres de la GRC, le membre du ministère de la Défense nationale, et ça existe pour une bonne raison. Président, la décision des libéraux de garder les coupes conservatrices en santé n'a pas été particulièrement bien reçue. Selon le ministre de la Santé du Québec, ces coupes vont, et je cite, « limiter l'accès aux citoyens du Québec et du Canada à des soins de qualité ». Plusieurs provinces s'opposent à ce plan proposé par le gouvernement. Est-ce que les libéraux vont abandonner ces coupes et ainsi respecter leur engagement de négocier de bonne foi avec les provinces pour assurer des soins de qualité? Ministre de la Santé. Monsieur le Président, il importe que la Chambre comprenne bien les faits. Il n'y aura pas de compression budgétaire imposée aux soins de santé. Notre gouvernement s'est engagé à être un partenaire de choix et tient à s'assurer que les Canadiens aient accès aux soins de santé dont ils ont besoin. Cette année, le transfert canadien en matière de santé était le plus important de l'histoire, de 36 milliards de dollars. Il augmentera encore l'année prochaine. En outre, je rencontrerai mes homologues afin de discuter d'autres façons dont nous pourrons investir dans la santé des Canadiens et nous assurer qu'ils aient accès aux soins dont ils ont besoin. Honorable député de Vancouver-Kingsway. Monsieur le Président, les libéraux ont promis de négocier un nouvel accord sur la santé avec les provinces, mais ils n'ont pas dit que ce serait exactement le même plan que celui qui avait été imposé par Stephen Harper. Maintenant, le ministre libéral de la Santé de la Colombie-Britannique accuse le gouvernement d'avoir un esprit très conservateur. Pas de quoi être fier, mais heureusement, on n'en meurt pas. Les libéraux vont-ils abandonner les compressions budgétaires à la Stephen Harper, cesser d'avoir recours aux mêmes arguments et négocier de bonne foi avec les provinces pour protéger le système de soins de santé publique canadien? Honorable ministre de la Santé. Monsieur le Président, pour comparer l'approche de notre gouvernement et celle du gouvernement conservateur précédent en matière de relations fédérales, provinciales, territoriales en matière de santé, eh bien, je crois que c'est une représentation erronée des faits. J'ai déjà rencontré mes homologues
auparavant et je vais les rencontrer en janvier. Nous allons négocier un nouvel accord sur la santé. Nous allons négocier avec les provinces et les territoires pour investir comme il faut dans la santé. Monsieur le Président, les amis du premier ministre ont reçu tellement d'argent qu'ils semblent en avoir perdu des bouts. Après s'être fait prendre la main dans le sac, le meilleur ami du premier ministre et sa chef de cabinet ont avoué que certaines dépenses étaient déraisonnables. Et ils ont prétendu qu'ils n'étaient pas au courant de tous les coûts. Mais voilà que la compagnie de déménagement nous révèle qu'ils les avaient mis au courant de tous les coûts. Monsieur le Président, est-ce que les amis du premier ministre pourraient enfin dire, une fois pour toutes, toute la vérité et arrêter de prendre les Canadiens pour des valises? Honorable ministre des Pêches. Le collègue est en face et sur une expédition de pêche, alors vous me permettrez de répondre. Il sait très bien d'ailleurs aussi, Monsieur le Président, que Brookfield s'est excusé pour avoir donné des faux renseignements. Il n'a peut-être pas entendu la réponse qu'on a donnée à son prédécesseur. Il a dû peut-être changer la question. Mais, Monsieur le Président, on sait comment les amis en face ont tellement suivi les ordres de l'ancien directeur de cabinet de M. Harper, Guy Giorno. Nous sommes inspirés par ces mots encourageants en termes de l'approbation de ce programme, mais nous allons l'améliorer et c'est pourquoi le Premier ministre a demandé au président du Conseil du Trésor de réviser le programme. La députée de Lévis-Lobinière. Monsieur le Président, avec les libéraux, la pêche est miraculeuse. Les Canadiens s'attendent qu'ils envoient leur argent à Ottawa à ce qu'elle soit gérée rigoureusement. Ils ne veulent pas faire dire n'importe quoi. Maintenant, on sait que les amis du premier ministre étaient au courant de toutes les dépenses qu'ils réclamaient, même s'ils prétendaient le contraire. Les Canadiens sont en droit de se demander si ce premier ministre leur cache autre chose. Monsieur le Président, les Canadiens ne méritent pas le respect de la part de ce gouvernement. Donc, qu'ils nous disent tout de suite quelle autre dépense déraisonnable cache-t-il aux Canadiens en espérant de ne pas se faire prendre la main dans le sac? Honorable ministre des Pêches. Monsieur le Président, je prendrai l'occasion de mettre mon collègue au courant des commentaires de son ancien patron, Guy Giorno, qui a dit, quand il parlait du programme de relocalisation, comme suit, le programme fédéral de relocalisation qui s'applique à des centaines de personnes qui déménagent à chaque année, il inclut des déménagements des employés du gouvernement, des forces armées, de la GRC, a une bonne raison d'exister. L'objectif est d'assurer que ceux qui déménagent à cause de leur emploi fédéral sont pleinement compensés. Mais nous croyons aussi, Monsieur le Président, qu'il faut revoir le programme qui a été approuvé par son ancien gouvernement et c'est ça que mon collègue est en train de faire. Bruce Gray, Owen Sound. Honorable député de Bruce Gray, Owen Sound. Minister of Immigration... Lorsque le ministre de l'Immigration a tout d'abord répondu à ma question au feuilleton, il a nié instantanément que quelques membres de son personnel aient obtenu des remboursements de frais de déménagement. Mais lorsqu'on l'a pris la main dans la remorque de chez Yould, ou plutôt la main dans le sac, il s'est soudainement rappelé qu'il avait approuvé des dépenses pour faire déménager des membres de son personnel depuis la Thaïlande. Le ministre peut-il expliquer sa perte de mémoire et de jugement? Honorable ministre de l'Immigration. Eh bien, Monsieur le Président, nous nous sommes engagés envers les Canadiens à faire preuve d'ouverture et de transparence. C'est l'inverse de ce qu'il a dit. Il y a 9 mois, nous avons divulgué cette dépense dans le cadre des mesures de divulgation proactive. J'ai découvert hier que nous avions indiqué la dépense dans la mauvaise colonne. C'est quelque chose que j'ai corrigé immédiatement, avant d'aller en chambre. Et j'ai donné une nouvelle réponse à la question qui m'avait été posée. Nous avons divulgué cette dépense il y a 9 mois. Rien n'a jamais été caché aux Canadiens. Order. Order. The member for Bruce Gray, Owen Sound. Honorable député de Bruce Gray, Owen Sound. Monsieur le Président, eh bien, tout d'un coup, nous avons un autre ministre qui cache la vérité. Tout comme la mienne, je crois que la mémoire des ministres semble être passée de date. Et je dis cela sans rancune, Monsieur le Président. Soyons sérieux. Le ministre pense-t-il vraiment qu'il est convenable de faire déménager un de ses membres de son personnel de la Thaïlande à Ottawa et de s'assurer que les contribuables remboursent ses frais de déménagement? Honorable ministre de l'Immigration, je n'ai pas une mémoire parfaite, moi non plus. Mais ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'il est tout à fait juste, lorsque l'on embauche un membre du personnel ou un consultant qui est en Thaïlande, eh bien qu'il revient au gouvernement de rembourser les frais de déménagement à cette personne.
notamment des frais d'hébergement en hôtel. C'est exactement ce que nous avons fait et c'est exactement ce que nous avons divulgué au public il y a 9 mois. Alors de dire qu'on cachait quoi que ce soit est entièrement ridicule. Monsieur le Président, alors que la ministre annonçait des consultations pour changer les règles qui entourent les activités politiques des organismes de bienfaisance, on apprend que l'Agence continue la chasse aux sorcières des organismes de bienfaisance lancés par les conservateurs et on apprenait que 12 organismes sont toujours sous enquête. Quelle incohérence! Comment la ministre peut-elle justifier que l'Agence continue d'enquêter sur des organismes alors qu'elle avoue elle-même que les règles sont pas claires et doivent être justement clarifiées? Dans le contexte d'une consultation pour changer les règles du jeu, la ministre va-t-elle abandonner toutes les enquêtes injustes que subissent les organismes de bienfaisance, oui ou non? Ministre du Revenu national. Monsieur le Président, notre gouvernement comprend que les organismes de bienfaisance jouent un rôle clé dans notre société et je me suis engagée à être à l'écoute des besoins de ce secteur. C'est pour cette raison que je suis fière d'avoir pu annoncer le lancement officiel de nos consultations pour clarifier la participation des organismes de bienfaisance aux activités politiques. Notre gouvernement sait qu'il faut travailler en partenariat avec le secteur. C'est ce que nous avons promis, c'est ce que nous ferons, Monsieur le Président. Honorable député de Timmins James Bay. Mr. Speaker, this government can't... Le député, le gouvernement se contredit quant à savoir s'il attaque les survivants des écoles résidentielles en cours ou pas. Hier, le ministre des Affaires autochtones a dit que si ces avocats étaient impliqués, c'était pour aider les survivants à obtenir justice. Mais en fait, les avocats de son ministère attaquent en cours la décision de dédommager des survivants pour une application perverse de la justice. La ministre va-t-elle expliquer pourquoi ces représentants essayent d'empêcher les survivants d'obtenir justice? Thank you, Mr. Speaker. La secrétaire de la ministre. Notre gouvernement entend assurer la justice pour toutes les victimes de ce chapitre sombre de notre histoire. Nous sommes préoccupés par l'idée même que des victimes, mais le méritant, n'aient pas obtenu de dédommagement. Nous avons appuyé le processus de réconciliation après les pensionnats indiens. Nous avons l'intention de poursuivre pour tous les autochtones. Monsieur le Président, nous soulignons aujourd'hui la journée du droit à l'information, dont l'objectif est de sensibiliser les citoyens à leur droit d'accéder à l'information détenue par les institutions gouvernementales et de promouvoir la liberté de formation comme fondement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Would the President of the Treasury Board please Le président du Conseil du Trésor peut-il expliquer combien le gouvernement est ouvert et transparent? Je serais heureux de le faire. Je remercie la députée de sa question. Je suis fier de marquer la journée du droit à savoir. Notre gouvernement attache de l'importance à l'ouverture et la transparence. Nous estimons que nous devrions avoir un gouvernement ouvert. Un projet de loi qui va renforcer la loi sur l'accès à l'information comme on s'était engagé de le faire. Et après, on fera un examen complet de la loi pour la mettre à jour et qu'elle serve mieux les Canadiens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. A member from Niagara Falls. Thank you, Mr. Speaker. Le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. J'ai été heureux de voir hier tous les députés de la Chambre de communes s'entendre sur le fait que le Canada Atlantique devrait être représenté à la Cour suprême. Hélas, un porte-parole de la ministre de la Justice a dit ensuite que ce ne serait pas une garantie. Pourquoi dire un coup une chose, un coup l'autre? J'ai vérifié hier, autant que je sache, il n'y avait pas eu d'élection. Alors pourquoi les libéraux changent-ils d'idée sur ce point? Thank you, Mr. Speaker. La ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour parler du nouveau processus de nomination adopté par notre gouvernement. Nous entendons respecter la coutume de représentation régionale, de bilinguisme fonctionnel, de diversité. Nous voulons veiller à avoir des juristes de haut calibre à la Cour suprême du Canada. J'apprécie beaucoup le travail effectué par le comité consultatif indépendant et je serai heureuse d'aider le Premier ministre à faire cette nomination. Le député. Passe et l'incertitude demeure. Dans le dossier du traité d'extradition et de négociation avec la Chine, il y a clairement un manque de leadership du côté libéral. C'est quand même drôle
quand les dossiers sont critiques et sensibles, les libéraux sont beaucoup moins ouverts et transparents. Monsieur le Président, le premier ministre dit une chose, le ministre des Affaires étrangères dit autre chose. Est-ce que les deux peuvent se parler et nous dire clairement la vérité, s'il vous plaît? Honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, je voudrais d'abord féliciter mon collègue pour sa nomination comme porte-parole adjoint pour les affaires étrangères. Je voudrais dire à l'opposition que depuis 2 semaines, elle pose des questions sur quelque chose qui n'existe pas. Le premier ministre n'a pas parlé de négociations. Et dans le communiqué conjoint Canada-Chine du 12 septembre dernier, qu'on peut lire facilement, qui est public, il est écrit « amorcer les discussions ». Et il y a une énorme différence entre des discussions et des négociations. Et si mon collègue n'est pas sûr de cela, je lui offre un briefing de mon ministère. Merci, Monsieur le Président. The member for Thornhill. L'honorable député de Thornhill. Les Canadiens s'efforcent toujours de comprendre la contradiction manifeste entre ce que dit le Premier ministre et ce que dit le ministre des Affaires étrangères. Il s'agit du traité d'extradition avec la Chine. Le Premier ministre dit que les discussions ont commencé. Il est indiqué dans son site web que les conversations ont commencé. Le Premier ministre de Chine dit la même chose. Le seul à ne pas être au courant, le ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il coupe en 4 les cheveux grammaticaux ou bien est-ce qu'il remet en question les choix très discutables du Premier ministre? Je voudrais féliciter mon collègue d'avoir été choisi comme porte-parole pour les affaires étrangères. Je voudrais le féliciter également d'avoir parlé de discussion et non pas de négociation. Félicitations! C'est une amélioration. Aujourd'hui, nous avons une discussion, pas une négociation. Je voudrais parler d'autre chose. Nous avons une enquête internationale sur la façon dont un avion de passagers a été abattu. On a une confirmation que c'est un missile russe qui a abattu cet avion. Vu que 2 Canadiens étaient parmi les 298 personnes victimes de cette attaque, le ministre va-t-il condamner clairement l'agression militaire éhontique de la Russie qui a tué des milliers d'innocents et déplacé près d'1 million de personnes en Ukraine? Je voudrais remercier encore mon collègue de sa question. Sur l'appareil MH17, nous avons fait une déclaration officielle aujourd'hui. Au vu des constatations de l'équipe d'enquête indépendante sur l'avion d'Air Malaisie MH17, on constate que le missile a été envoyé du territoire contrôlé par les rebelles appuyés par les Russes. Trois-Rivières. Monsieur le Président, le ministre ne cesse de nous dire que la sécurité ferroviaire est la priorité des priorités. Mais quand je regarde les actes, j'ose pas imaginer ce que c'est un dossier qui ne serait pas prioritaire. Les communautés sont inquiètes parce que le transport de matières dangereuses se fait sans consultation et sans évaluation environnementale. Les communautés comme Lac-Mégantic veulent être écoutées pour prévenir d'autres tragédies. Le ministre est-il d'accord pour renforcer la réglementation et les évaluations environnementales afin d'accroître la sécurité ferroviaire au Canada? Bravo. Pour le transport. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme l'a dit mon collègue, l'honorable ministre a dit à plusieurs reprises que la sécurité ferroviaire lui tenait véritablement à court. Nous sommes attachés au travail des personnes qui interviennent sur les lignes de front. Nous avons l'intention de fournir plus de données aux collectivités et aux premiers intervenants. Nous voulons améliorer la transparence. Le chef pompier de Windsor recommande que la ville signe une entente de non-divulgation. Mr. Speaker. Monsieur le Président, oui, les conservateurs et les libéraux ont
déclaré que le transport ferroviaire des hydrocarbures et d'autres matières dangereuses constituait une menace majeure pour notre environnement et nos collectivités. Pourtant, rien ne se fait, hormis des interventions au coup par coup, comme celle qui vient d'être évoquée. Hier, j'ai déposé le projet de loi C-304 pour rendre obligatoire l'évaluation préalable et une stricte réglementation de ce type de transport. Le ministre a le pouvoir de demander dès maintenant une évaluation des transports des matières dangereuses par ailleurs. Il ne le fait pas. Je reconnais mon honorable collègue comme nouvelle porte-parole pour le climat, pour l'environnement et le changement climatique. Nous prenons nos décisions en fonction de données probantes. Hier l'a montré, nous nous tenons à nos principes. Je suis été heureuse de pouvoir voir que nous pouvions acheminer les ressources au marché de façon responsable dans le respect des principes. Ce sont des principes qui ont veillé à la participation des peuples autochtones. Ils vont faire partie du projet. Thank you, Mr. Speaker. Le député. Hélas, l'approbation du projet de gaz naturel liquéfié n'est pas ce qu'il semble être. Pour de nombreux résidents de ma circonscription, la situation est la même ce matin qu'elle était hier. Le taux de chômage dans le nord-est de la Colombie-Britannique reste parmi les plus hauts dans la province. Approuver le projet est une chose, le réaliser une autre. Pourquoi prétendu processus d'approbation avec tant de conditions que cela va faire couler le projet? La ministre. Le Premier ministre l'a dit, la seule façon d'acheminer des ressources au marché à l'heure qu'il est de le faire de façon durable, responsable. J'ai été heureuse de l'annonce d'hier qui reposait sur nos principes intérimaires, sur la science, la consultation, l'adaptation aux préoccupations autochtones. Ces 190 conditions s'inscrivent dans l'axe de notre approche. Nous voulons veiller à ce que toute exploitation des ressources se fasse de façon durable. Thank you, Mr. Speaker. Le député. Comme vous le savez, les résidents de ma circonscription font leur possible pour faire entendre leur point de vue haut et clair. L'approbation hier du projet de gaz naturel liquéfié Pacific Northwest est un pas en avant, mais les conditions sont 2 pas en arrière. Pourquoi les libéraux veillent-ils à ce que des milliers de Canadiens soient privés de leur gagne-pain en imposant des conditions impossibles? La ministre de l'Environnement. Je suis perplexe au vu de la question. Le député d'en face pense-t-il que le projet aurait dû être approuvé sans aucune condition? Notre gouvernement, non. Nous pensons que la seule façon d'acheminer les ressources au marché est de le faire de façon responsable, de façon durable. C'est ce que nous avons fait. Ce projet devrait créer plus de 5000 bons emplois pour la classe moyenne, mais soyons honnêtes, il faut que les ressources soient exploitées de façon durable. Mr. Speaker, the conditional approval... Député, l'approbation conditionnelle du projet de gaz naturel liquide ne veut pas dire grand-chose. Avec 190 conditions qui s'ajoutent à un régime réglementaire déjà contraignant, les perspectives sont minces. Il y a sans doute des centaines de milliers de Canadiens qui ne pourront pas gagner leur pain. Qu'en est-il des autres projets d'énergie qui sont essentiels pour l'économie du Canada? Mr. Speaker, Le ministre. Chacun de ces projets va être jugé en fonction de ses mérites inhérents. La décision que nous avons prise hier est importante. Elle va mener à la création de 5000 emplois dans le secteur de l'énergie partout au Canada. Il est étonnant d'entendre les gens d'en face ne pas nous en féliciter. Il y aura des pipelines qui vont amener des pétroles à la mer pour la première fois. Mr. Speaker, expanding access... Monsieur le Président, élargir l'accès au marché chinois est essentiel pour améliorer les recettes de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
Ces industries canadiennes contribuent plus de 100 milliards de dollars et 2 millions d'emplois à notre économie. Le ministre de l'Agriculture peut-il dire à la Chambre ce que notre gouvernement a récemment accompli pour les agriculteurs canadiens et leurs familles? Monsieur le Président, je remercie le député d'Asing-Lennox de sa question et de son soutien. La semaine dernière a été une semaine remarquable pour l'agriculture canadienne. Pourquoi? Notre gouvernement a obtenu accès au marché chinois pour les cultivateurs de canola jusqu'à 2020. C'est traduit par des gains de millions de dollars pour les agriculteurs. Nous avons aussi obtenu l'accès pour la viande non dessecée, ce qui va représenter des gains considérables. C'est une occasion en or et j'insisterai cela lors d'une mission commerciale. Monsieur le Président, le commissaire aux langues officielles a dénoncé hier le fait que les tests d'évaluation de français pour les immigrants potentiels au Canada peuvent coûter 2 fois plus cher que les tests en anglais. Pardon? Oui, c'est Pourtant, la Constitution dispose que les langues officielles ont un statut et des droits et des privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions au gouvernement du Canada. Qu'entend faire ce gouvernement immédiatement pour s'assurer que la loi soit respectée et que les demandeurs d'immigration francophones n'aient pas à payer plus cher pour exactement le même service? Ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, l'accessibilité et l'équité entre les deux langues est extrêmement important pour nous. Nous avons reçu le rapport d'hier et nous allons le considérer d'une façon très sérieuse. Nous avons déjà agi en faveur des francophones au Québec avec notre programme Avantages significatifs et je peux vous dire qu'il y a d'autres choses qu'on va faire, y compris la considération de ce rapport. Member for Kootenay-Columbia. Le député de Kootenay-Columbia. Monsieur le Président, le parc national Wood Buffalo dans le nord de l'Alberta est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis plus de 3 décennies. En réponse à une pétition des Autochtones de Mikisew, écrit, l'UNESCO a lancé une enquête sur le fait que le gouvernement ne protège pas le site, le parc, des répercussions de l'exploitation des hydrocarbures ni des projets hydroélectriques dont le barrage du site C. Le résultat possible, une inclusion sur la liste des sites du patrimoine mondial menacés. Le ministre et ses collègues vont-ils faire quelque chose? Merci, Monsieur le Président, et je voudrais remercier mon honorable collègue de sa question. Nous voyons d'un très bon œil la mission conjointe du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO et de l'Union internationale pour la conservation de la nature au parc national Wood Buffalo qui aura lieu du 26 septembre au 4 octobre. Des missions de suivi réactifs sont menées partout dans le monde par mesure de précaution pour évaluer les menaces à la valeur universelle exceptionnelle des sites du patrimoine mondial. Ces missions sont très précieuses pour protéger à long terme les trésors internationaux. Shore St. Margaret's. Député de St. Shore St. Margaret's. Merci, Monsieur le Président. Plus tôt cet été, le ministre de l'Innovation, de la Science et du Développement économique, les 4 premiers ministres de l'Atlantique et les 4 ministres du cabinet du Canada Atlantique ont lancé la stratégie de croissance de l'Atlantique. En quoi est-ce qu'elle diffère des approches précédentes? Monsieur le Président, je voudrais remercier la députée de sa question et de la façon dont elle défend les habitants de South Shore St. Margaret. Je voudrais aussi souligner le travail effectué par les 32 députés du Canada Atlantique qui effectuent un travail extraordinaire. Ils ont permis la mise sur pied de la stratégie de croissance pour l'Atlantique. Nous avons lancé un programme d'immigration qui va augmenter considérablement les niveaux d'immigration. Nous avons investi des millions de dollars dans les collèges et universités de l'Atlantique. Et le député de Kent Middlesex. Monsieur le Président, la minoterie Ava est dans ma circonscription, une petite entreprise vieille de 197 ans. Seule installation de ce type a fonctionné au Canada. Il n'y a jamais eu d'accident de travail dans cette entreprise. C'est en fait un musée vivant. De ce fait, ça ne peut pas satisfaire les conditions du Code du travail et risque de devoir fermer ses portes. La ministre, va-t-elle dire, a le pouvoir d'éviter la fermeture? Va-t-elle le faire?
Honourable Minister of Employment and Labour. Mr. Speaker. Monsieur le Président, la minoterie d'Arva est un bel exemple d'une entreprise qui fonctionne depuis 150 ans, propriété d'une famille, petite entreprise qui a su faire ce qui convenait. Toutefois, les sociétés doivent absolument respecter le Code canadien du travail. Il est de notre devoir de veiller à ce que la santé et la sécurité au travail soient assurées partout au Canada. Vous le savez, nous avons l'intention de veiller à ce que les petites et moyennes entreprises soient en bonne position pour concurrencer. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my question. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour la ministre des Affaires autochtones et du Nord. Notre gouvernement entend régler les problèmes de logement, d'infrastructures dans les sociétés, les communautés métisses et autochtones. Nous avons besoin d'investir au Nunavut. Aujourd'hui, les Autochtones dans les réserves ont bénéficié d'un financement très apprécié. Je voudrais demander à la ministre quand les autres groupes autochtones bénéficieront de ce financement, notamment au Nunavut, et est-ce que cela va se faire selon les besoins ou en fonction de The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Indigenous and Northern Affairs. Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères et du Nord. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député de sa question et de la façon dont il souligne les priorités pour les gens du Nord et les Autochtones. Notre gouvernement renouvelle son rapport, le rapport de la Couronne avec les Autochtones. Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement du Nunavut. Nous avons annoncé un investissement de 178 millions de dollars dans le logement autochtone. Une grande part ira au Nunavut. C'est pour nous une priorité. C'est pourquoi nous avons investi. This will conclude question period for today. Cela va conclure la période des questions pour aujourd'hui.